Papa, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent m'appartient désormais. Je suis don Emilio, j'ai 73 ans. Et ces maudits mots, sont sortis de la bouche de ma propre fille. Et je jure par la mémoire de ma défunte épouse que je n'aurais jamais cru entendre une chose pareille. Alors, écoute attentivement cette histoire, car ce que je vais te raconter va te toucher, et tu finiras par me demander, que aurais-tu fait à ma place? Et aussi, de quelle ville m'écoutes-tu? Car cette histoire doit toucher ceux qui ont besoin de l'entendre. Mais allons-y étape par étape. Mon fils, pour que tu comprennes bien comment nous en sommes arrivés là. Je dois te dire qui je suis. Toute ma vie, j'ai travaillé, depuis l'âge de 15 ans, me levant avant le soleil. J'ai d'abord travaillé dans le bâtiment, puis dans une usine textile, et depuis 20 ans, j'ai mon atelier de menuiserie ici à Guadalajara. Rien d'extraordinaire, mais honnête. Mon espoir, qu'elle repose en paix, et moi avons élevé 2 enfants, Monica et Javier. Nous leur avons donné tout ce que nous pouvions, et aussi ce que nous ne pouvions pas. Nous manquions souvent de dîner pour qu'ils aient des livres pour l'école. J'ai vendu mon seul bon costume pour payer les frais de scolarité de Monica. Et vous savez quoi? Je ne le regrette pas. Un père fait ce qu'il a à faire. Quand mon espoir est tombé malade il y a 5 ans, j'ai dépensé chaque peso que j'avais en médecins, médicaments et traitements. C'était inutile, mais j'ai tout essayé. La femme de ma vie est partie, et je me suis retrouvé seul dans cette maison où nous avons vécu heureux pendant 48 ans. Mes enfants, eux, ont eu leur vie. Monica a épousé un comptable. Ils ont une belle maison à Zapopan. Javier vit à Tijuana, travaille dans une entreprise informatique. Tous deux sont des professionnels, Dieu merci. Je suis resté ici avec mes souvenirs et ma routine, mon café le matin, ma menuiserie l'après-midi. Une vie simple mais paisible jusqu'à il y a 3 semaines. Monica a commencé à venir plus souvent. Au début, j'étais contente. C'est super que ma fille se souvienne de son père, me disais-je. Elle arrivait avec des gâteaux, me demandait comment j'allais. On parlait du bon vieux temps, mais ses visites avaient quelque chose d'étrange. Elle inspectait toujours la maison avec attention. Elle posait des questions étranges. « Papa, as-tu tous tes papiers en règle? Oh, as-tu pensé à ce qui arrivera à la maison quand tu ne seras plus là ?» Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour ce genre de choses, que j'avais encore de nombreuses années devant moi. Mais elle a insisté. « Il vaut mieux que tout soit prêt, papa, au cas où. » Au cas où. Ces mots ont commencé à lui revenir souvent. Un après-midi, elle m'a apporté des brochures. « Car je pars à la retraite, disait-il. Regarde, papa, comme ils sont jolis. Ils ont des jardins, des activités, des gens de ton âge. Je ne serai pas seul. Mais si je n'étais pas seul, lui ai-je dit, j'ai mes voisins, j'ai ma menuiserie, j'ai ma maison. Oui, papa, mais cette maison ne te semble-t-elle pas trop grande pour toi seul? Et si quelque chose t'arrivait sans que personne ne s'en aperçoive? Elle a commencé à semer le doute dans ma tête. Elle a commencé à me faire sentir comme un obstacle, comme un fardeau pour elle. Et moi, qui avais toujours été forte, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être raison, que j'étais peut-être déjà trop vieille pour prendre soin de moi. Et c'était le cas. La semaine dernière, elle est rentrée très tôt, vers 7 heures du matin. Elle avait des papiers à la main et ce sourire que je sais maintenant être faux. « Papa, j'ai besoin que tu me rendes un service. » a-t-elle dit. « J'ai besoin que tu signes ceci. » Les papiers semblaient importants, beaucoup de textes que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Ma fille, c'est pour te protéger. Papa, pour que ton argent et ta maison soient en sécurité. À ton âge, il vaut mieux que quelqu'un de plus jeune s'occupe de tout. Au cas où il t'arriverait quelque chose. Au cas où, encore une fois. Mais je vais bien. Je lui ai dit, oui, papa, mais on ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. De plus, je suis comptable, je m'y connais en la matière. Fais-moi confiance. Et j'ai eu confiance. Bien sûr que j'ai eu confiance. C'était ma fille, celle que je tenais dans mes bras bébés. Celle à qui j'ai appris à faire du vélo. Celle que j'ai aidé à faire ses devoirs de maths pendant des années. J'ai signé sans bien lire. J'ai signé parce que je pensais que ma fille veillait sur moi. C'était la première fois que je me trompais. Car 2 jours plus tard, en allant à la banque retirer de l'argent pour acheter des matériaux de menuiserie, c'est là que j'ai entendu ces mots que je t'ai dit au début. « Papa, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent est à moi. » Et à ce moment-là, mon fils, mon monde a basculé. Le lendemain de ces mots de Monica, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit que j'avais peut-être mal compris, que mon audition ne fonctionnait plus bien, car ma propre fille, ma propre chair et mon propre sang n'auraient pas pu me le dire. Mais j'étais là, debout dans ma cuisine, à la regarder partir dans sa nouvelle voiture.
Une voiture que je n'aurais jamais pu faire fonctionner toute ma vie, mais qu'elle pouvait. Je l'avais. Et j'ai commencé à comprendre que quelque chose clochait. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis resté dans le salon, assis sur le canapé où mon Esperanza et moi regardions des feuilletons, réfléchissant, me rappelant chaque mot que Monica m'avait dit ces dernières semaines. Au cas où, cette phrase ne me quitterait pas la tête. Le lendemain matin, j'ai décidé d'aller à la banque. Non pas que je ne fasse confiance à personne. Enfin, je leur faisais un peu confiance, mais j'avais besoin de savoir ce que signifiaient les papiers que j'avais signés. La banque était à 4 pâtés de maison de chez moi. J'y allais toujours à pied. À 73 ans, j'ai encore des jambes solides. Le travail acharné vous garde ainsi. Je suis arrivé vers 10 heures du matin. C'était toujours aussi bondé. J'ai fait la queue et j'ai attendu mon tour. Quand ils m'ont enfin servi, j'ai dit au caissier que je voulais consulter mon compte. Bien sûr, monsieur. Donnez-moi votre numéro de compte et une pièce d'identité. Je lui ai donné mes papiers. Elle a tapé sur son ordinateur et m'a regardé d'un air étrange. Monsieur, êtes-vous sur du numéro de compte? Bien sûr que je le suis. Bien sûr. C'est le même compte que j'ai depuis 20 ans. Il a tapé à nouveau. Il a froncé les sourcils. Monsieur, ce compte n'existe plus. Il a été fermé il y a 3 jours. J'ai eu l'impression d'avoir été arrosé d'eau glacée. Comment ça? Il a été fermé. Fermé par qui? Par la titulaire autorisée du compte, mademoiselle Monica Hernandez. D'après les documents que nous avons ici, vous lui avez donné tous les pouvoirs sur vos comptes. J'ai eu la nausée. Et l'argent? Où est mon argent? Il a été transféré sur le compte personnel de mademoiselle Hernandez. Toute la procédure est légale, monsieur. Vous avez signé les documents. 50 ans de travail, 50 ans d'économie peso par peso. Tout ce que j'avais économisé pour mes vieux jours, pour ne pas être un fardeau pour personne, avait disparu. Combien y avait-il sur ce compte? J'ai demandé, même si cela n'avait plus d'importance. La caissière a consulté son ordinateur. 340 000 pesos, monsieur. 340 000 pesos. Ce n'était pas grand-chose pour certains, mais pour moi, c'était tout. C'était ma tranquillité d'esprit. Savoir que je pouvais payer mes médicaments, ma nourriture, mes dépenses sans rien demander à personne. J'ai quitté la banque comme un zombie. J'ai parcouru ces 4 pâtés de maison sans rien voir, sans rien entendre, ne pensant qu'à ces chiffres. 340 000 pesos. De retour à la maison, je me suis assis sur le canapé et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Monica était arrivée avec ses papiers. Je les avais signés en pensant qu'elle m'aidait, et elle avait pris tout mon argent. Mais pourquoi? Elle avait un travail. Elle avait un mari qui travaillait aussi. Ils avaient leur belle maison. Pourquoi avait-elle besoin de mon argent? Cet après-midi-là, vers 17 heures, on a sonné à la porte. C'était encore elle. Elle est arrivée avec ce même sourire faux, comme toujours. « Salut papa. Comment vas-tu, Monica ?» J'ai dit, « J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. » Je suis allé à la banque aujourd'hui. Son sourire s'est un peu estompé. « Ah oui. Et pourquoi es-tu allé à la banque, papa? » Pour consulter mon compte, et ils m'ont dit que je n'avais plus de compte. Ils m'ont dit que tu avais pris tout mon argent. Elle s'est assise en face de moi dans le fauteuil de mon espoir. Elle s'est installée comme si de rien n'était. Papa, je t'ai déjà expliqué. C'était nécessaire pour protéger tes biens. Protéger de qui? De moi-même. Ne dramatise pas. Papa, l'argent est toujours à toi. Seulement maintenant il est plus en sécurité. Plus en sécurité sur ton compte que sur le mien. Papa, tu es vieille maintenant. Et si on abuse de toi? Et si on te vole? Mieux vaut que je m'occupe de tout. Je l'ai vue assise là, si calmement, me parlant comme à une enfant, comme si 50 ans de travail ne signifiait rien, comme si je n'avais aucun droit sur mon argent. Et si c'est mon argent, comme tu dis, rends-le-moi. Je ne peux pas faire ça. Papa, les papiers sont déjà signés. De plus, j'ai déjà parlé avec un très bel établissement pour personnes âgées. Ça s'appelle Villa Esperanza. Il y a des jardins, des activités, des infirmières 24h24. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester chez moi. Cette maison est trop grande pour toi. Papa est trop cher à entretenir. Il vaut mieux la vendre. Vends ma maison. La maison où je vivais avec ta mère. Papa, maman est partie maintenant. Et tu ne peux pas vivre seul ici éternellement. Je me suis levé du canapé. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Monica, c'est ma maison et c'était mon argent. Tu n'as aucun droit. Si, j'en ai. Papa. Sa voix a changé. Elle n'était plus douce, elle ne faisait plus semblant.
J'ai tous les droits que tu m'as donnés en signant ces papiers, mais tu m'as dit que c'était pour me protéger, et pour te protéger de toi-même. C'est alors qu'elle a prononcé ces mots qui m'ont transpercé l'âme comme des poignards. Papa, tu as peut-être travaillé toute ta vie, mais ton argent est à moi maintenant, et cette maison aussi. C'est comme ça, et ça restera comme ça. Elle se leva, prit son sac et se dirigea vers la porte. Je te donne une semaine pour te faire à l'idée. Ensuite, je vais à Postabola pour entreprendre les démarches pour vendre cette maison. Avec cet argent et ce que tu as déjà économisé. Enfin, ce que j'ai économisé maintenant. Tu peux payer la résidence pour de nombreuses années. Et si je ne veux pas partir, elle se tourna vers moi avec un sourire qui me glaça le sang. Papa, tu n'as plus le choix. Les papiers sont signés légalement. Je suis propriétaire de tout. Tu peux partir tranquillement, ou j'appelle les services sociaux et leur dire qu'une personne âgée vit dans des conditions précaires. Tu me menaces? Non. Papa, je t'explique la vérité. Et elle partit. Elle me laissa planter là, dans ma maison, qui n'était plus à moi, avec mon argent qui n'était plus à moi. Ce soir-là, je ne me suis pas assise. Assise dans la cuisine, je regardais les photos de mon espoir sur la table, pensant à tous les sacrifices que nous avons faits pour nos enfants, à tous les soirs où nous avons passé la nuit sans dîner pour qu'ils puissent manger, à tous les dimanches où nous ne sommes pas sortis pour économiser pour leurs études. Et j'ai pensé à mon espoir, à ce qu'elle m'aurait dit si elle avait été là. Emilio m'aurait dit, « Ne te laisse pas faire. Tu n'as jamais été du genre à lâcher prise. » Et elle avait raison. En 73 ans de vie, je n'avais jamais laissé tomber personne. Ni quand j'étais jeune et que mes patrons voulaient me payer moins cher. Ni quand des clients ont essayé de m'arnaquer dans la menuiserie. Ni quand les médecins nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour mon espoir et que je continuais à chercher des solutions. Pourquoi commencerait-il maintenant? Monica croyait d'avoir déjà gagné, que son père était un vieil homme qui allait se taire, qu'il accepterait d'être envoyé en maison de retraite pendant qu'elle dépensait l'argent qu'il avait gagné pendant 50 ans. Mais elle ne me connaissait pas bien, car ce soir-là, assis dans cette cuisine où je prenais le petit déjeuner avec ma femme depuis 48 ans, j'ai commencé à réfléchir, à planifier. Monica voulait respecter les règles du papier, avec avocat et documents juridiques, mais j'allais respecter les règles de la vie, et dans ces règles, j'avais bien plus d'expérience qu'elle. La guerre ne faisait que commencer. Les 3 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Non pas parce que j'étais triste, mais parce qu'il préparait quelque chose. Et quand un homme de 73 en planifie quelque chose, mon fils, il le fait avec toute l'expérience qu'il a acquise. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon ami Raoul. Il avait travaillé avec moi à la menuiserie pendant 15 ans avant de prendre sa retraite. Mais avant cela, il avait été policier pendant 20 ans. Si quelqu'un savait enquêter, c'était bien lui. Emilio m'a tout dit quand je lui ai tout raconté. Es-tu sûr de ce que tu me dis? C'est impossible que Monica ait fait ça. Aussi ce que je n'ai plus d'espoir, mon ami. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Et que comptes-tu faire? J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur certaines choses. Tu sais comment faire? Je n'enquête pas sur quoi. Je veux savoir à quoi il dépense mon argent. Je veux savoir pourquoi il avait besoin de 340 000 pesos si urgemment. Et je veux savoir si je suis le seul à qui il ait fait ça. Raoul resta silencieux un moment. Puis il soupira. Donne-moi 2 jours, mon ami, et prépare-toi. Parce que si ce que tu soupçonnes est vrai, tu n'aimeras pas ce que nous allons découvrir. En attendant, j'ai décidé de faire mes propres recherches. Monica croyait que son père était un vieil homme qui ne comprenait rien à la vie moderne, mais elle avait oublié quelque chose d'important. À la menuiserie, j'avais appris à travailler sur ordinateur pour tenir la comptabilité et chercher des plans. Et mon voisin Tono, qui a la trentaine, m'avait appris à utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Au début, je n'ai pas compris la blague, mais maintenant, ça allait être très utile. J'ai consulté le profil Facebook de Monica. Elle était là, souriante sur toutes les photos comme si elle était la personne la plus heureuse du monde. Mais en regardant attentivement ces photos des dernières semaines, c'est là que j'ai commencé à tout comprendre. Des photos dans des restaurants chics, elle et son mari trinquant avec des vins qui coûtaient plus cher que ce que j'ai gagné en une semaine. Des photos de sacs de créateurs, de chaussures neuves, d'une montre qui semblait hors de prix au poignet de son mari, et la photo qui m'a le plus blessé. Elle dans une bijouterie, exhibant des boucles d'oreilles en diamant, célébrant le fait qu'on puisse enfin se faire plaisir, disait le commentaire. Avec mon argent, avec l'argent que j'avais gagné pendant 50 ans, elle se faisait plaisir, mais ce n'était pas tout. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une conversation dans les commentaires d'une de ses photos. Une amie lui a écrit « C'est tellement bien que la situation de ton père soit enfin résolue.
Tu m'avais déjà dit qu'il était trop têtu pour comprendre ce qui était bon pour lui. Et Monica a répondu, oui. Finalement, c'était plus facile que je ne le pensais. Les personnes âgées sont très confiantes quand elles pensent que tu veilles sur elles. Les personnes âgées sont très confiantes. Ces mots m'ont profondément touché. C'est ainsi qu'elle m'a vu comme un vieil homme confiant dont elle pouvait profiter. Le 3e jour, Raoul est arrivé chez moi. Il avait un visage que je connaissais bien, le même qu'il faisait quand il était policier et qu'il devait annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. « Assieds-toi, mon pote, dit-il, et prépare-toi. » Il s'assit sur le canapé, sortit des papiers de son sac et commença à parler. Monica et son mari, Emilio, sont endettés. Beaucoup. Ils doivent toute leur belle maison à Zapopan. Ils doivent la totalité de la dette de sa nouvelle voiture. Leurs cartes de crédit sont au maximum. Mais comment? Ils travaillent tous les deux. Ils travaillent, certes, mais ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, beaucoup plus. Ils vivent une vie qui ne suffit pas à payer. Il m'a montré des papiers qu'il avait obtenus. Ne me demande pas comment, mais Raoul avait toujours ses contacts. Il doit plus de 2 millions de pesos, mon pote. Entre le prêt immobilier, les voitures, les cartes de crédit, ils sont noyés. 2 millions de pesos. Et je pensais que 340 000, c'était beaucoup d'argent, et que c'était pour ça qu'elle avait besoin de mon argent. Ton argent servait juste à me sortir de ce mauvais pas, à rembourser quelques cartes de crédit, à éviter d'être inscrite au registre du crédit. Mais ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de vendre ta maison. C'est là que j'ai compris tout le plan. Monica n'avait pas seulement volé mes économies, elle avait aussi volé ma maison. Et tout ça pour entretenir une vie de mensonges, une vie que je ne pouvais pas me permettre. Il y a plus, m'a dit Raoul. Plus? Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? J'ai découvert qu'elle et son mari avaient visité d'autres maisons de retraite avant de te remettre les papiers. Des endroits bon marché, très bon marché. Pas cher du tout, 3000 pesos par mois. Emilio. Des endroits où l'on te donne juste une petite chambre et 2 repas par jour. Des endroits où les gens vont, attendre la mort. Mon sang s'est à nouveau précipité dans ma tête. Monica avait prévu de tout me voler et de m'envoyer ensuite dans un endroit où je croupirais pour 3000 pesos par mois. En attendant, poursuivit Raoul, ta maison peut être vendue pour au moins 1,5 million. Avec ça et les 340 000 pesos qu'il t'a déjà volés, ils seront débarrassés de leurs dettes et auront de l'argent pour continuer à vivre comme des riches. Je suis resté silencieux un long moment, les yeux fixés sur ces papiers, comprenant que ma propre fille avait planifié chaque détail de ma destruction. « Et Javier ?» lui ai-je demandé. « Il est au courant ?» Raoul secoua la tête. « Javier ne sait rien. En fait, Monica lui a dit que tu avais décidé d'aller volontairement en maison de retraite parce que tu te sentais si seul, que tu avais décidé de vendre la maison car elle était trop chère à entretenir, et il l'a cru. Il travaille beaucoup à Tijuana. Il ne parle à Monica que de temps en temps. Elle lui a envoyé des photos de beaux endroits. Elle lui a dit que tu étais enthousiaste à l'idée, mon plus jeune fils, qui avait toujours été le plus noble des deux. Elle pensait que son père était ravi du projet d'aller en maison de retraite. Mais j'ai trouvé autre chose, m'a dit Raoul. Quelque chose qui va t'intéresser. Lequel? Les papiers que tu as signés présentent des problèmes juridiques. Quel genre de problèmes? L'avocat qui les a rédigés n'a pas tous les documents nécessaires, et certaines signatures semblent étranges, comme si elles avaient été faites trop vite, sans que tu les aies lues correctement. C'est là que j'ai eu une révélation. Tu veux dire que ces papiers peuvent être invalidés? Je dis qu'il y a des possibilités, mais il te faudrait un bon avocat, et ça coûte de l'argent. De l'argent que tu n'as plus. Je n'arrêtais pas de réfléchir. Monica croyait avoir parfaitement joué son jeu, avoir couvert tous les angles, que son père n'avait aucun moyen de se défendre, mais elle avait fait une erreur, une très grosse erreur. Elle avait oublié que je n'étais pas seulement son père. J'étais un homme qui avait survécu 73 ans sur cette terre. Un homme qui s'était battu pour chaque peso gagné. Un homme qui avait appris que dans la vie, quand on te trahit, on ne peut pas rester les bras croisés. Raoul, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu me prennes rendez-vous avec le meilleur avocat que tu connaisses. Emilio, je te l'ai déjà dit. Ça coûte de l'argent. Je vais chercher l'argent. Tu n'as qu'à me trouver un rendez-vous. Ce soir-là, après le départ de Raoul, j'étais de nouveau seul dans ma cuisine. Mais cette fois, je n'étais pas triste. Cette fois, j'étais en colère, très en colère. Et quand un homme de 73 ans se met vraiment en colère, qu'il a toutes les cartes en main et sait exactement qu'il a trahi et comment, c'est là qu'il devient dangereux. Monica avait déclenché une guerre en me prenant pour un vieil homme sans défense, mais elle s'était trompée et maintenant elle allait découvrir de quel bois était fait son père. Le problème,
quand on n'a pas d'argent, quand on a besoin d'un avocat, c'est que les bons avocats ne travaillent pas gratuitement et les moins chers. Eh bien, il y a une raison à cela, mais j'avais quelque chose que Monica ignorait. Des contacts. 50 ans de carrière, ça donne beaucoup de contacts, mon fils. Et quand on est honnête, qu'on tient toujours parole, on se souvient de soi. Dans la menuiserie, j'avais travaillé pour de nombreuses personnes, des meubles pour des maisons, des bureaux, des restaurants, et l'un de mes clients les plus fréquents était un avocat nommé Fernando Castillo. Don Fernando avait un grand cabinet ici à Guadalajara. Pendant 10 ans, chaque fois qu'il ouvrait un nouveau bureau ou rénovait les bureaux existants, il m'appelait pour fabriquer le mobilier, bureau, bibliothèque, table de conférence, tout en bois massif, un travail soigné. Il me payait toujours bien, toujours à temps, et disait toujours « Emilio, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ». Le moment est venu de réclamer ce service. Je l'ai appelé un jeudi matin. Sa secrétaire m'a immédiatement transféré l'appel. Don Emilio m'a dit de sa voix forte habituelle « Comment allez-vous ? Je n'ai plus de nouvelles depuis un moment. Don Fernando, j'ai un service à vous demander, un très grand service. Dites-moi, Don Emilio, vous savez que je vous en suis très reconnaissant. » Je lui ai tout raconté, toute l'histoire depuis le début. Les papiers, la banque, les menaces de Monica, les dettes que j'avais découvertes, tout. Il est resté silencieux un long moment. Don Emilio a finalement dit « Ce que vous me dites est très sérieux. Êtes-vous sûr de tout cela? Aussi ce que vous me parlez en ce moment. J'ai besoin de voir les papiers que vous avez signés. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? J'y serai. » Le lendemain, je suis arrivé chez Don Fernando. Tout était comme la dernière fois, il y a environ 3 ans. Les mêmes meubles que j'avais fabriqués, bien entretenus, brillants. Il m'a reçu dans son bureau personnel, le plus grand. Il paraissait plus âgé que la dernière fois. Mais il avait le même regard intelligent que d'habitude. Voyons, Don Emilio, montrez-moi ces documents. J'ai sorti les copies que j'avais conservées. Il a mis ses lunettes et a commencé à les examiner très attentivement. De temps en temps, il prenait des notes dans un carnet. Au bout de 20 minutes, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Don Emilio, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donnez-moi d'abord la mauvaise. Les documents sont en règle. Votre fille n'a commis aucune erreur technique. Vous lui avez bel et bien donné plein pouvoir sur vos biens. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Et la bonne nouvelle, c'est plusieurs. Premièrement, ces documents peuvent être contestés pour tromperie et abus de confiance. Deuxièmement, des témoins affirment que vous n'avez pas pleinement compris ce que vous signez. Troisièmement, le fait qu'elle ait agi si vite après les signatures démontre une préméditation. Des témoins. Quels témoins? Votre voisin, Don Tono. Raoul m'a dit qu'il avait vu votre fille arriver ce matin-là avec les papiers et que vous aviez l'air confus. Et Madame Carmen vous a également vu quitter la banque ce jour-là, très contrariée. Don Fernando s'est adossé à sa chaise, la même que je lui avais fabriquée 5 ans plus tôt. Mais il nous faut plus que cela. Don Emilio, nous devons prouver qu'elle vous a délibérément trompé, qu'il existait un plan, prémédité pour vous priver de vos biens. Et comment y parvenir? Par une enquête privée. Nous devons prouver qu'elle avait des dettes urgentes, qu'elle avait besoin d'argent, qu'elle envisageait déjà de vendre sa maison avant que vous ne signiez les papiers. Cela va coûter de l'argent que je n'ai pas. Don Fernando sourit. Le même sourire qu'il affichait lorsqu'il allait me passer une grosse commande de meubles. Don Emilio, vous souvenez-vous de la table de conférence que vous m'avez fabriquée il y a 2 ans? Celle en noyer. Bien sûr que je m'en souviens. Cette table a été admirée par tous mes clients. 3 personnes m'ont demandé qui l'avait fabriquée. Je leur réponds toujours. Don Emilio, le meilleur menuisier de Guadalajara. Don Fernando, je suis trop vieux pour fabriquer des meubles. Vous vous méprenez, Don Emilio. Je vais prendre votre affaire sans rien vous facturer et j'engagerai le meilleur détective privé que je connaisse. Et sans que vous ayez à payer. Je n'en croyais pas mes oreilles. Pourquoi me faire ça? Parce qu'en 10 ans de collaboration, vous ne m'avez jamais laissé tomber. Vous n'avez jamais mal livré un travail. Vous n'avez jamais pris plus de temps que promis. Vous ne m'avez jamais facturé plus que convenu. Dans un monde rempli de menteurs et de profiteurs, vous avez toujours été un homme de parole. Il se leva de sa chaise et alla à la fenêtre. De plus, Don Emilio, ce que votre fille vous a fait est non seulement moralement répréhensible, mais aussi criminel. Et je ne peux pas laisser les gens abuser des personnes âgées comme ça. Et quelle chance avons-nous? Bien, très bien. Mais j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose, n'importe quoi. Que vous suivrez mes instructions à la lettre, que vous ne ferez rien seul, que vous me laisserez tout gérer légalement. Je vous le promets. Parfait. Maintenant,
La première chose que nous allons faire, c'est rassembler toutes les preuves possibles. Mon enquêteur va examiner les finances de votre fille, ses réseaux sociaux, ses relevés bancaires, tout. Et en attendant, que dois-je faire? Vous allez naître en vieil homme résigné. Vous allez faire semblant d'accepter tout ce qu'elle veut, d'accepter d'aller en maison de retraite, de comprendre que c'est la meilleure solution pour vous. Faites semblant. Faites semblant. Si elle soupçonne que vous vous battez juridiquement, elle peut accélérer la vente de votre maison, détruire des preuves, tout compliqué. Il faut qu'elle vous fasse confiance, qu'elle croit qu'elle a déjà gagné. Don Fernando retourna à son bureau et sortit un petit magnétophone. Qu'est-ce que c'est? Votre assurance. Don Emilio. La prochaine fois que votre fille viendra vous parler, elle enregistrera toute la conversation. Il faut qu'elle parle, qu'elle vous explique ses plans, qu'elle confirme ce que nous savons déjà. C'est légal. Chez vous, enregistrer quelqu'un qui vous menace, c'est parfaitement légal. Il m'a expliqué comment utiliser l'enregistreur. Il était tout petit, il tenait dans la poche de ma chemise. Une dernière chose, Don Emilio. Cela va prendre du temps, des semaines, peut-être des mois. Êtes-vous prêt, Don Fernando? J'ai attendu 50 ans pour économiser cet argent. Je peux attendre quelques mois pour le récupérer. Parfait. Mon enquêteur commence demain, et vous allez commencer à jouer comme le meilleur acteur de Guadalajara. J'ai quitté ce bureau avec un sentiment différent. Pour la première fois depuis 2 semaines, j'avais de l'espoir, j'avais un plan, j'avais de l'aide. Monica croyait avoir gagné la partie, que son père était un vieil homme sans défense, qui allait se taire pendant qu'elle lui volerait tout ce qu'il avait gagné toute sa vie. Mais elle ignorait que son père avait des amis, de bons amis. Des amis qui se souvenaient des faveurs, des amis qui savaient distinguer le bien du mal, et j'ignorais que son père, à 73 ans, avait encore la volonté de se battre. La guerre ne faisait que commencer, et maintenant j'avais des armes pour me battre. Je suis rentré à la maison cet après-midi-là avec le sourire aux lèvres. Le premier vrai sourire que j'avais depuis des semaines. Il était temps de passer à l'action. Chapitre 5. Agir comme un vieil homme résigné quand intérieurement on sert de courage. C'est plus dur qu'il n'y paraît, mon fils. Mais j'avais décidé de suivre les instructions de Don Fernando à la lettre. S'il me disait de faire semblant, je ferais mieux que les acteurs des feuilletons. Le lundi matin, 3 jours après ma rencontre avec l'avocat, Monica est arrivée chez moi. Comme toujours, elle est arrivée sans prévenir, comme si elle était la propriétaire des lieux. Ce qui, techniquement, d'après les journaux, était déjà le cas. J'étais préparé. J'avais le magnétophone bien caché dans la poche de ma chemise. Don Fernando m'avait appris à l'utiliser discrètement, simplement en appuyant sur un petit bouton. « Bonjour, papa », a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Elle tenait des brochures et ce sourire faut que je connaissais déjà très bien. « Bonjour, ma fille. Comment vas-tu ?»« Très bien. Papa, je t'ai apporté des informations sur la Villa Esperanza, l'endroit dont je t'ai parlé. Nous sommes entrés dans le salon. Elle s'est assise à sa place préférée, le fauteuil de mon Esperanza. Je me suis assis en face d'elle, le magnétophone allumé. « Regarde, papa », a-t-elle dit en étalant les brochures sur la table. Je suis allé visiter l'endroit. C'est magnifique. Il y a des jardins, une salle de jeu, des activités pour les résidents. Les brochures avaient l'air bien, je ne pouvais pas le nier. Mais je savais que ce n'était pas vraiment l'endroit où elle voulait m'envoyer. « C'est très joli, ma chérie », dis-je en feignant l'intérêt. « Et combien ça coûte ?»« Ne t'inquiète pas, papa. Avec l'argent que tu as économisé et ce que nous allons gagner en vendant cette maison, tu pourras la payer pendant de nombreuses années. » Et voilà, c'était reparti. L'argent que tu as économisé comme si c'était encore à moi. Alors, tu as décidé de vendre la maison? Oui, papa. J'ai déjà parlé à un agent immobilier. Il dit qu'il peut la vendre rapidement, en 1 mois maximum. Pour combien? 1 400 000. C'est un bon prix pour une maison dans ce quartier. 1 400 000. Moins que ce que Raoul avait calculé, mais suffisant pour qu'elle et son mari puissent se désendetter et avoir de l'argent. Écoute, papa, continua-t-elle. Je sais que tout cela est difficile pour toi. Quitter la maison où tu vivais avec maman, changer de vie à ton âge, mais c'est pour le mieux. On prendra soin de toi, tu auras de la compagnie, tu ne seras pas seule. Oui, tu as raison, ma fille. Je suis trop vieille pour m'occuper de cette grande maison. Son visage s'illumina en entendant cela. Elle pensait avoir enfin convaincu son père. C'est bien que tu le vois comme ça. Papa, je savais que tu comprendrais enfin. Et quand le changement se produirait-il? Dans 2 semaines, samedi. J'ai déjà réservé ta place à la Villa Esperanza. C'est une très belle chambre avec vue sur le jardin.
L'agent immobilier a déjà des acheteurs intéressés, et une place parfaite pour toi s'est libérée à la Villa Esperanza. Si on ne la prend pas maintenant, ils la donneront à quelqu'un d'autre. C'est un mensonge. Tout était parfaitement planifié pour que je n'ai pas le temps de réfléchir, de regretter, de chercher de l'aide. Je comprends, ma fille, si tu penses que c'est le mieux. Oui, c'est le mieux. Papa, tu verras que tu seras très heureuse là-bas. Il se leva et fit le tour du salon, regardant les meubles, les photos, les objets qui avaient fait partie de ma vie avec mon Esperanza. Que adviendra-t-il de tout ça? On va mettre, j'ai rangé les choses les plus importantes. Les photos de toi et maman, quelques affaires personnelles. Le reste, eh bien, tu n'as pas besoin de tant de choses à Villa Esperanza. Et mes outils de menuiserie. Papa, tu n'en as plus besoin. À ton âge, tu ne peux plus faire de gros travaux. Mes outils, ceux avec lesquels j'avais travaillé pendant 20 ans, ceux avec lesquels j'avais fabriqué des meubles pour toute la ville, ce qui me permettait de subvenir aux besoins de ma famille. Tu as raison, ai-je dit, même si j'avais le cœur brisé. Je n'en ai plus besoin. Exactement. Je vais parler à de jeunes menuisiers pour voir s'ils sont intéressés. Comme ça, au moins, ils servent à quelque chose. Vends mes outils comme de la ferraille, comme si 50 ans de travail ne signifiaient rien. Mais j'ai continué à faire semblant. Ça me va, ma fille. Tu sais ce que tu fais. Elle s'est rassie, mais elle avait l'air plus détendue, plus sûre d'elle. Papa, il faut qu'on parle d'autre chose. De quoi? De l'argent, ton argent. Et voilà le bon côté des choses. J'ai subrepticement touché le bouton de l'enregistreur pour m'assurer qu'il fonctionnait. Que arrive-t-il à mon argent? Comme vous le savez, il est désormais sur mon compte pour protection. Mais nous devons décider comment nous allons gérer cela. Comment allons-nous gérer cela? Oui, la Villa Esperanza coûte 12 000 pesos par mois. Avec votre argent et celui de la vente de la maison, vous pouvez payer pendant environ 15 ans. Peut-être 20 si nous nous débrouillons bien. 12 000 pesos par mois, 4 fois plus que ce que coûtait l'endroit bon marché où il voulait vraiment m'envoyer. Ça a l'air bien. Mija, mais il y a un problème. Papa, quel problème? Si l'argent est à votre nom, nous devons chaque mois effectuer des virements, remplir des papiers, nous rendre à la banque. C'est très compliqué. Et à ton âge, avec les problèmes de mémoire que tu commences à avoir. Quel problème de mémoire? Papa, l'autre jour, je t'ai demandé le nom de ton petit-fils et il t'a fallu du temps pour t'en souvenir. Mentir. Je me suis souvenu de celui de mon petit-fils non parfaitement. Il s'appelait Diego et il avait 12 ans. Tu as raison, lui ai-je dit. Parfois, j'oublie des choses. Exactement. C'est pour ça qu'il vaut mieux que l'argent reste là où il est sur mon compte. De cette façon, je peux payer Villa Esperanza directement chaque mois sans complication. Et si j'ai besoin d'argent pour mes affaires personnelles, tu me le dis et je te donnerai ce dont tu as besoin. Mais ne t'inquiète pas, à Villa Esperanza tout est inclus. Nourriture, médicaments, activités. Tu n'auras pas besoin de beaucoup d'argent. Tout le plan était là. Parfaitement. C'est clair qu'elle allait garder mon argent pour l'administrer, mais je l'ai toujours à voir. Et si tu as besoin de quelque chose, tu me permettras de devenir un enfant. Tu es bien pour toi. Papa, sois contadora, para eso estudier. Estudio con mi dinero, para robar mi dinero. Y Javier, ¿qué opina de todo esto? Javier está de acuerdo. Hablé con él la semana pasada. Él también cree que es lo mejor para ti. Le digiste de Villa Esperanza. Si, le monde des photos. J'ai adoré. Il dit que cela ressemble à un endroit où vous allez être très heureux. Plus de mensonges. Javier avait vu des photos de Villa Esperanza. Pas l'endroit bon marché où il allait vraiment m'envoyer. Et quand vas-tu venir me rendre visite? Oh, papa, tu sais comment c'est. Javier, il est très occupé par son travail à Tijuana, mais il dit que dès que vous vous installez, il viendra voir l'endroit. D'ici là, il serait trop tard. Au moment où Javier réalisait ce qui s'était réellement passé, j'étais déjà enfermé dans un asile bon marché, sans argent, sans maison, sans rien. Eh bien, ma fille, dis-je en me levant du canapé, si toi et Javier pensez que c'est mieux, alors très bien. Il s'est également levé avec un immense sourire aux lèvres. C'est bien que tu le prennes aussi. Papa, je savais qu'à la fin tu comprendrais. Il se dirigea vers la porte, mais avant de partir, il se retourna. Oh, papa, encore une chose. Quoi? Ne parlez pas encore de la Villa Esperanza à vos voisins. Vous savez à quel point les gens sont bavards. Il est préférable de le découvrir jusqu'à ce que vous soyez déjà installés. Il ne voulait pas que les voisins le sachent parce qu'il savait qu'ils poseraient des questions. Ils allaient vouloir savoir pourquoi je partais, où j'allais, si je voulais vraiment partir. Comme tu le dis,
Ma fille. Parfait. Je te verrai au samedi pour t'aider à préparer tes affaires. Et il est parti. Il est parti en pensant qu'il avait complètement gagné, que son stupide père avait accepté tout son plan sans un mot. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai éteint l'enregistreur. 40 minutes de conversation où elle avait tout. Avoué. Ses projets, ses mensonges, ses véritables intentions. 40 minutes qui allaient lui coûter cher. Cette nuit-là, j'ai appelé Don Fernando et je lui ai tout raconté. Parfait. Don Emilio. Avec cet enregistrement, nous disposons de preuves évidentes de tromperie et d'abus de confiance. Demain, nous allons l'entendre dans son intégralité et nous allons préparer le procès. Nous en avons déjà assez. Presque. Mon enquêteur a trouvé plus de choses. Monica a demandé 3 prêts différents le mois dernier, tous refusés en raison de ses mauvais antécédents de crédit, et nous avons trouvé les contrats pour l'endroit réel où il voulait l'envoyer. Quel vrai lieu! S'il s'appelle au garçon José, 3500 pesos par mois. Une petite chambre sans salle de bain privée, 2 repas par jour. Rien à voir avec la Villa Esperanza. 3500 pesos. Pas même les 3000 que Raoul avait calculés. Don Fernando, je lui ai dit, je veux que cette fille paie pour tout ce qu'elle m'a fait. Vous allez payer, Don Emilio. Nous allons lui retirer tout ce qui lui a été volé et il devra également payer des dommages et intérêts. Il va apprendre qu'on ne joue pas avec les parents. J'ai raccroché le téléphone ce soir-là, me sentant mieux que depuis des semaines. Monica croyait que samedi elle me ferait sortir de chez moi pour toujours, mais samedi j'allais lui faire la surprise de sa vie. Vendredi soir, je n'ai pas pu dormir, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais excité. Après 3 semaines pendant lesquelles ma propre fille me traitait comme un vieil homme, le moment de vérité était enfin arrivé. Don Fernando avait travaillé toute la semaine. Leur enquêteur avait trouvé tout ce dont nous avions besoin, les dettes de Monica, les prêts refusés, les photos sur les réseaux sociaux dépensant mon argent. L'argent, les contrats d'asile bon marché, tout. Et le meilleur dans tout, c'est qu'il avait obtenu une ordonnance du tribunal pour geler mon argent. Monica ne pouvait pas toucher un seul peso jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Don Emilio m'avait dit jeudi, demain va être un jour très spécial. Es-tu prêt? Plus prêt que jamais, Don Fernando. Le plan était parfait. Monica allait arriver à 9 heures du matin comme nous l'avions convenu, mais elle ne trouverait pas un vieil homme résigné qui emballait ses affaires. Elle allait trouver une surprise qu'elle n'oublierait jamais. Samedi, je me suis levé à 6 heures comme toujours, mais ce matin-là, mon café avait un goût différent. Il avait le goût de Victoria. 8. Don Fernando arrivait with to other people, a judicial officer and private investigator. Raoul also arrived, wouldn't they want to miss the show? How do you feel? Don Emilio? Don Fernando asked me, if it were my birthday and Christmas at the same time. At 8h50 my phone rang. Dad, have you got your things packed? Yes, Mija, everything is ready. Perfect. In 2 hours you will be installed in your new home. If only Chic knew what new home awaited her. At 9h, on sonne à la porte à sonner. J'ai ouvert la porte avec mon vieux visage le plus résigné. Bonjour, papa. Prêt pour votre nouvelle vie? Bonjour, Mija. Oui, prêt. Il entra dans la pièce et c'est là que son sourire s'arrêta. Parce que Don Fernando, l'huissier de justice, l'enquêteur et Raoul étaient là. Qui sont ces gens? Papa? Monica, je lui ai dit. Et pour la première fois depuis 3 semaines, j'ai utilisé ma vraie voix, ma voix d'homme qui ne lâche rien. Je vous présente M. Fernando Castillo, mon avocat. Elle devint pâle comme un drap. Votre avocat. Pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Don Fernando se leva et lui tendit des papiers. Mademoiselle Hernandez, je suis l'avocat de votre père et j'ai une ordonnance du tribunal pour récupérer tous les biens que vous lui avez volés. J'ai volé? Je n'ai rien volé. Mon père m'a tout donné volontairement. Volontairement, j'ai dit, volontairement après que tu m'as trompé, après que tu m'as dit que c'était pour me protéger. Papa, tu ne comprends pas? Tout ce que j'ai fait était pour ton bien. Pour moi. J'ai sorti l'enregistreur de mon sac. Comme quand tu m'as dit que l'argent avec lequel j'ai travaillé pendant 50 ans était désormais à toi. Maintenant, c'était la vraie Monica. C'est sorti de son contexte, dit-il. Sorti de son contexte. Il continua l'enregistrement avec sa voix. Comme vous le savez, c'est maintenant sur mon compte pour le protéger, mais l'argent restera là où il est sur mon compte. Comme ça, je pourrai payer Villa Esperanza directement chaque mois. Villa Esperanza, demanda le chercheur. Il ne s'agit pas de Hogar San José. L'endroit qu'il avait en fait loué pour son père pour 3500 pesos par mois. Monica se tourna vers lui point comme si elle avait vu un fantôme. Comment tu sais ça? Parce que je suis détective privé. Mademoiselle,
et j'ai trouvé vos contrats. J'ai également trouvé les photos qu'elle a publiées sur Facebook dépensant l'argent de son père dans des restaurants coûteux, des bijoux et des vêtements de créateurs. Lui a montré des impressions de ses propres photos sur les réseaux sociaux. J'ai également retrouvé ses dettes, a poursuivi l'enquêteur. 2 130 000 pesos entre hypothèques, cartes de crédit et prêts personnels. Ça, c'est privé, non? Lorsqu'il s'agit d'un délit d'abus de confiance, a déclaré don Fernando. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il sortit d'autres papiers de sa mallette. Premièrement, cette décision de justice gèle immédiatement tout l'argent qu'il a volé sur le compte de son père. Il ne peut pas toucher un seul peso. Il ne peut pas faire ça. Deuxièmement, cette autre ordonnance du tribunal annule tous les documents que votre père a signés par tromperie. La maison lui appartient à nouveau. C'est impossible. Les papiers sont bien faits. Les papiers sont bien faits, mais ils ont été obtenus frauduleusement. Votre père a des témoins que vous l'avez trompé et nous avons le enregistrement où vous confessez vos véritables intentions. Monica tomba sur le canapé. Elle n'était plus la femme confiante qui était arrivée 1 heure plus tôt. Troisièmement, continua don Fernando. Nous avons la preuve que vous avez planifié tout cela des semaines à l'avance. Les visites précédentes pour convaincre son père, les contrats avec l'asile Bon Marché, les devis pour vendre la maison et la chambre, je suis intervenu. Désormais, toute la famille saura quel genre de personne vous êtes vraiment. Quelle famille? À ce moment-là, on sonna à la porte. C'était Javier, mon plus jeune fils. Don Fernando l'avait contacté et lui avait expliqué toute la situation. Lorsque Javier est entré et a vu la scène, il a immédiatement compris ce qui se passait. Est-ce que tout ce que l'avocat m'a dit au téléphone est vrai? Il m'a demandé. Chaque mot, répondis-je. Javier se tourna vers sa sœur avec un visage qu'il n'avait jamais vu auparavant. Comment as-tu pu faire ça, papa? Javier? Ils ne comprennent pas. Papa est déjà vieux. Il a besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Papa va parfaitement bien. Ce dont il avait besoin, c'était que sa fille prenne soin de lui. Pas qu'elle le vole. Je ne l'ai pas volé. Oh non. Javier était furieux. Alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi son argent est-il sur votre compte? Pourquoi vendriez-vous sa maison sans me demander? Monica est restée silencieuse. Elle n'avait pas de réponse qui n'était pas des mensonges. Et une autre chose que Javier a continué. Vous m'avez envoyé photo de Villa Esposa, un lugar que cuesta 12 000 pesos al mes. Pero el licenciado me enseñó el contrato del lugar real. 3 500 pesos. ¿Dónde se iban a quedar los otros 8 500? Silencio total. Se iban a quedar en tu bolsa, ¿verdad? Como todo lo demás. Don Fernando se acercó a Monica. Señorita Hernández, le voit explicar cuáles sont ses options. Vous pouvez transférer immédiatement tout l'argent de votre père et confirmer volontairement la réversion des documents. Ou vous pouvez attendre que le juge se prononce et non seulement vous devrez tout restituer, mais vous paierez également une lourde amende et pourriez faire face à des accusations criminelles pour abus de confiance. Accusation criminelle. Voler une personne âgée par tromperie est un crime grave au Mexique. Vous pouvez aller en prison. Monica commençait à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'était des larmes de colère parce que son plan avait échoué. Ce n'est pas juste, a-t-il déclaré entre 2 graines de soja. Je voulais juste aider mon père. Aide-moi, je me lève du canapé. Aide-moi en m'envoyant dans un asile bon marché pendant que tu dépenses mon argent en produits de luxe. Aide-moi en mentant à ton frère, aide-moi en essayant de vendre la maison où je vivais avec ta mère. Papa, ne m'appelle pas papa. Un père est quelqu'un que vous respectez, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un que vous aimez, pas quelqu'un dont vous profitez. Javier s'est approché d'elle. Monica, tu as 2 options. Tu fais ce que l'avocat te dit maintenant ou je vais personnellement m'assurer que toute la famille sache ce que tu as fait à papa. Les cousins, les oncles, tout le monde et tous les voisins aussi. A ajouté Raoul. Parce que je vais faire en sorte que dans ce quartier, tout le monde sache quel genre de fille tu es. Monica a essuyé ses larmes et nous a tous regardés avec haine. C'est bon. Je vais signer les papiers, mais pas parce que je suis désolé, mais parce qu'il ne me laisse pas d'autre choix. Peu importe pourquoi vous le faites, lui dis-je. L'important est que vous le fassiez. Don Fernando a sorti les documents finaux. Ici, il doit signer pour restituer tout l'argent sur le compte de son père, ici pour annuler les pouvoirs qu'il lui avait donnés et ici pour retransférer la maison à son nom. Monica a signé chaque papier comme si on lui arrachait des dents. Quand elle a fini, Don Fernando a rangé tous les documents. Et la maison est à nouveau légalement à son nom. Monica s'est levée pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle s'est retournée. « Papa, vas-tu un jour comprendre que je ne voulais que le meilleur pour toi ?» Monica lui a dit « Un jour,
Tu comprendras que la meilleure chose pour moi était d'avoir une fille qui m'aimait vraiment, pas qui m'a volé. Il est parti de ma maison en sachant qu'il avait tout perdu, l'argent, la maison, le respect de son père. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis 3 semaines, je me sentais à nouveau libre. Lundi matin, je suis allé à la banque comme si c'était le jour le plus important de ma vie et peut-être que c'était le cas. Don Fernando m'a accompagné pour s'assurer que tout était en ordre. Don Emilio m'a raconté le même caissier qui, 3 semaines auparavant, m'avait annoncé la pire nouvelle de ma vie. Votre compte a été réactivé et tous vos fonds ont été déposés. Combien y a-t-il? Lui ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. 340 000 pesos plus les intérêts générés. Au total, 342 400, soit 2 400 pesos de plus que ce que j'avais auparavant. Monica avait même dû payer les intérêts de son vol. Voulez-vous votre relevé de compte imprimé? M'a demandé le caissier. Oui, s'il vous plaît. Quand j'ai vu ces chiffres sur le papier, quand j'ai vu que mon compte contenait à nouveau de l'argent, quand j'ai vu que mon nom était à nouveau l'unique propriétaire, cela m'a donné envie de pleurer, mais cette fois de bonheur. Nous avons quitté la banque et Don Fernando a posé la main sur mon épaule. Comment tu te sens? Don Emilio, comme s'il était né de nouveau. Don Fernando, ce n'est que le début. Monica va également devoir lui verser des dommages et intérêts pour les souffrances qu'il lui a causées. Nous parlons d'au moins 50 000 pesos supplémentaires, 50 000 pesos de plus. De l'argent qu'elle allait devoir sortir de sa propre poche pour me payer. Et que va-t-il arriver à vos dettes? Ce n'est plus notre problème, Don Emilio. Elle est entrée dans ce trou. Il va falloir qu'elle s'en sorte du mieux qu'elle peut. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à comprendre les véritables conséquences de ce qui s'était passé. Monica n'avait pas seulement perdu mon argent, elle en avait perdu bien plus encore. Javier m'a appelé mardi soir. Papa, j'ai parlé à Monica aujourd'hui. Et que t'a-t-il dit? Que tout cela était exagéré, que tu agis comme une victime, qu'elle avait seulement essayé de t'aider. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit si cela l'aidait. Je ne voulais pas savoir à quoi ça ressemblait quand quelqu'un essayait de te faire du mal, et je lui ai dit de ne pas revenir vers moi jusqu'à ce qu'il s'excuse auprès de toi. Sérieusement, tu n'as pas à te battre avec ta sœur pour moi, mon fils. Je ne me bats pas pour toi, papa. Je me bats pour ce qui est bien et ce qui ne va pas. Et ce qu'elle a fait était vraiment très mal. Mercredi, mon ami Raoul m'a appelé. Emilio, as-tu déjà vu les réseaux sociaux de Monica? Non, mon pote, je ne les vérifie plus. Tu devrais y jeter un œil. Cet après-midi-là, j'ai demandé à mon voisin ou à Tono de m'aider à consulter le Facebook de Monica. Ce que j'ai vu m'a surpris. J'avais supprimé toutes les photos des restaurants chers, des bijoux, du luxe. Il avait supprimé tout ce qui montrait de l'argent dépensé. Son profil ressemblait désormais à celui d'une personne normale, mais le plus intéressant étaient les commentaires que les gens avaient laissés sur ces anciennes photos avant qu'il ne les supprime. Monica, est-ce vrai ce que ma camarade m'a dit à propos du vol de ton père? Ma tante dit que tu as chassé ton père de chez lui. C'est vrai. Pourquoi vous supprimez toutes les photos de vos dîners coûteux? C'était de l'argent volé. La nouvelle s'était répandue dans toute la colonie, dans toute la famille, auprès de toutes ses connaissances. Jeudi, Madame Carmen, ma voisine, est venue chez moi. Don Emilio, est-il vrai que ta fille voulait t'envoyer dans un asile bon marché pour voler ton argent? C'est vrai, Madame Carmen. Quel scandale! Comment une fille peut-elle faire ça à son propre père? Je ne sais pas, Madame Carmen. Je n'arrive pas à y croire non plus. Eh bien, vous voyez que les gens parlent beaucoup du sujet. L'ensemble du marché en est conscient. Personne ne peut croire que la fille du menuisier le plus honnête du quartier aurait fait une chose pareille. Le charpentier le plus honnête de la colonie. 50 ans de travail, de tenue de parole, d'aide aux gens quand je le pouvais, et c'est la reconnaissance que la communauté m'a accordée. Vendredi, quelque chose auquel je ne m'attendais pas est arrivé, une lettre de la banque où travaillait Monica. La lettre indiquait qu'en raison d'irrégularités dans leur conduite personnelle qui affectaient l'image de l'institution, ils avaient décidé de mettre fin à leur contrat de travail. Elle avait été expulsée de la banque pour ce qu'elle m'avait fait. Cet après-midi-là, Don Fernando m'a appelé. Don Emilio, j'ai des nouvelles. Bon ou mauvais? Pour toi, bien. Pour Monica, pas tellement. Son employeur a découvert ce qui s'était passé et l'a licencié. Et son mari? Eh bien, il a aussi des problèmes au travail. Quel genre de problème? Il travaille dans un cabinet comptable. Lorsqu'ils ont découvert que sa femme avait commis une fraude financière contre son propre père. Disons simplement qu'ils ont commencé à se demander si on pouvait lui confier l'argent des clients. Les conséquences se répandaient comme des ondulations dans un étang. Ce n'était pas seulement Monica qui payait, c'était toute sa famille. Samedi,
Une semaine après la confrontation, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. Papa était Monica. Sa voix était différente, brisée, fatiguée. Que veux-tu, Monique? Papa, ils m'ont mis à la porte du travail. Je sais. Vous le saviez. Mon avocat me l'a dit. Il y eut un long silence. Papa, je dois te demander un service. Une faveur. Après tout ce que tu m'as fait. Papa, s'il te plaît. Je suis désespéré. Sans mon travail, je ne peux pas payer les cartes. Les banques me mettent la pression. J'ai besoin. Tu as besoin de quoi, Monica? J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Après m'avoir volé, après avoir essayé de m'envoyer dans un asile, après avoir menti à toute la famille, il m'a demandé d'emprunter de l'argent. Monica, je lui ai dit calmement. Vous avez peut-être travaillé à la banque toute votre vie, mais maintenant que vous n'avez plus de travail, l'argent est toujours à moi. Ses propres mots. Je les ai rendus. Exactement comme elle me l'avait dit. Papa, ne sois pas cruel. Je ne suis pas cruel. Monica, je suis juste. Vous souvenez-vous de la justice? Vous souvenez-vous des conséquences? Papa, s'il te plaît. Monica, quand tu as décidé de me voler, tu savais qu'il y aurait des conséquences. Lorsque vous décidez de mentir, vous savez qu'il y a des conséquences. Lorsque vous avez décidé de traiter votre père comme s'il était une nuisance, vous saviez qu'il y aurait des conséquences. Mais papa, maintenant tu vis ces conséquences et ce n'est pas mon problème. Tu ne vas pas aider moi. Je vais vous apporter le même genre d'aide que vous m'avez apporté. Je vais t'envoyer dans un endroit bon marché où ils prendront soin de toi et je vais gérer ton argent. Est-ce que ça te va? Elle est restée silencieuse. Cela ne vous semble pas correct. Comme c'est étrange. Cela ne me semblait pas bien non plus quand il voulait me faire ça. Papa, je suis ta fille. Les filles prennent soin de leurs parents. Monique, ils ne les volent pas. Tu as décidé de ne pas être ma fille quand tu as décidé de me voler. Maintenant, vivez avec cette décision. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, je me suis assis dans ma cuisine, buvant mon café comme toujours. Mais tout était différent. Mon argent était sur mon compte, ma maison était à nouveau à moi et ma dignité. Ma dignité était revenue. Monica a payé le prix de ses actes et j'étais en paix avec ça. Parce que parfois, mon garçon, la justice ne vient pas du ciel. Parfois, il faut le construire soi-même avec patience, intelligence et avec l'aide de bonnes personnes. Et quand cela arrive enfin, cela a meilleur goût que n'importe quelle vengeance. Un mois s'est écoulé après que j'ai récupéré tout ce que je possédais, un mois de paix comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. C'était étrange de me réveiller chaque matin en sachant que mon argent était sur mon compte, que ma maison était à moi, que personne ne pouvait m'enlever ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Mais la plus grande paix était autre chose, savoir que je n'avais plus à faire semblant. Il n'était plus obligé d'agir comme le vieil homme résigné qui accepte tout. Je n'avais plus besoin de sourire alors qu'à l'intérieur je mourais de colère. Je suis redevenu moi-même, Don Emilio, l'homme qui n'a jamais laissé personne derrière lui. Un après-midi, j'étais dans mon atelier de menuiserie en train de réparer une chaise qui s'était cassée lorsque mon voisin Utono est arrivé. Don Emilio, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, mon fils. Que veux-tu savoir? Comment saviez-vous que vous deviez vous battre? Comment as-tu su ne pas garder le silence? J'ai réfléchi pendant un moment. C'était une question importante. Tu sais quoi, Tono? Au début, j'ai pensé à garder le silence. Je pensais que je devais peut-être accepter ce qui m'arrivait, que peut-être que j'étais trop vieux pour me battre. Et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Mon espoir? Ta femme. Oui, une nuit, alors que j'étais le plus triste, je me suis souvenu de quelque chose qu'elle me disait toujours. Emilio, le jour où tu cesseras de te battre pour ce qui t'appartient, ce jour-là tu cesseras d'être toi-même. Tono était assis sur un banc que j'avais fabriqué il y a des années. Elle avait raison, Don Emilio. Je l'ai toujours eu, mon fils, et j'ai réalisé que si je ne me battais pas, non seulement je trahissais tout ce pourquoi j'avais travaillé dans ma vie, mais je trahirais aussi sa mémoire. Et il ne regrette pas d'avoir été si dur avec Monica. Regret? Tono, elle m'a volé. Il m'a menti. Il voulait m'envoyer dans un asile bon marché pour garder mon argent. Qu'est-ce que je dois regretter? Mais c'est sa fille. C'était ma fille. Lorsqu'il a décidé de me voler, il a décidé de cesser de l'être. Cette même semaine, quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Javier est arrivé de Tijuana pour me rendre visite. Papa, il m'a dit, je suis venu parce que je te veux savoir quelque chose. Quoi, mon fils? Je suis fier de toi. Fier? Oui, papa. Fier d'avoir combattu. Fier que tu ne sois pas parti. Fier d'avoir appris à Monica que les actes ont des conséquences. Tu ne penses pas que j'ai été trop dur avec elle?
C'est dur, papa. Elle allait tout vous enlever. Il allait vous envoyer dans un endroit horrible pour garder l'argent que vous avez transpiré pendant 50 ans. Tu n'étais pas dur, tu étais juste. Javier est resté avec moi pendant 3 jours. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de sa mère, de son travail, de ses projets, mais nous avons surtout parlé de ce qui s'était passé. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que c'est? Monica m'a appelé. Elle veut que je te parle, que je te demande de lui pardonner. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que le pardon ne se demandait pas par téléphone, que si elle était vraiment désolée, elle devait venir le demander elle-même. Et qu'a-t-il répondu? Que je ne pouvais pas voir ton visage, que j'avais très honte. Eh bien, laissez-il vivre avec cette honte. Tout comme j'ai dû vivre avec la trahison. 1 mois et demi après le procès, dont Fernando m'a appelé, dont Emilio, j'ai de bonnes nouvelles. Le juge a décidé des dommages et intérêts. Combien? 75 000 pesos. Monica doit lui payer cette somme pour le dommage émotionnel qu'il lui a causé. 75 000 pesos plus de l'argent qu'elle allait devoir trouver n'importe où pour me payer. Et si vous ne pouvez pas payer, ils saisiront vos biens, votre voiture, vos meubles, tout ce qui est nécessaire. 2 jours plus tard, j'ai reçu un chèque de 75 000 pesos. Je ne sais pas d'où Monica les a achetés, mais c'est elle qui les a payés. Avec cet argent, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis la fin du problème. Je suis allé à la banque et j'ai ouvert un compte d'épargne spécial. À quoi sert ce compte? Don Emilio. Le directeur m'a demandé. Pour mon petit-fils, pour Diego, le fils de Javier. Je veux, à 18 ans, avoir de l'argent pour étudier ce que je veux vouloir. J'ai déposé la totalité des 75 000 pesos sur ce compte. Vous n'allez pas utiliser cet argent pour vous-même? Non, j'ai déjà le mien. Cet argent vient de la trahison de ma fille, mais il sera utilisé pour quelque chose de bien, afin que mon petit-fils ait un avenir meilleur. Cette nuit-là, j'ai appelé Javier et lui ai dit ce que j'avais fait. Papa, tu n'étais pas obligé de faire ça. Oui, tu devais le faire, mon fils. Il est important que quelque chose de bon sorte de quelque chose de si mauvais. Diego sera très reconnaissant. Je ne veux pas qu'il soit reconnaissant. Je veux qu'il comprenne que son grand-père sera toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, assis dans ma cuisine, buvant mon café comme toujours. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 2 derniers mois. J'avais perdu une fille, mais j'avais retrouvé ma dignité. Il avait subi une trahison, mais il avait appris qu'il avait encore la force de se battre. J'avais découvert que les personnes en qui j'avais le plus confiance pouvaient me trahir, mais j'avais aussi découvert qu'il existait de bonnes personnes prêtes à me trahir. Pour m'aider, j'avais appris quelque chose de très important. À 73 ans, je pouvais encore écrire ma propre histoire. Personne d'autre n'allait décider à ma place comment mettre fin à mes jours. Chapitre 9. 3 mois après avoir tout récupéré, je pensais que l'histoire était terminée, que Monica avait retenu la leçon, que j'avais retrouvé la paix et que chacun suivrait son chemin. Mais la vie vous surprend parfois quand on s'y attend le moins. C'était un mardi après-midi. J'étais dans mon atelier de menuiserie en train de finir une petite table que la dame du coin de la rue avait demandée. Quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte de ma maison, je suis allé l'ouvrir et elle était là. Monica. Mais elle n'était pas la Monica confiante et arrogante qui m'avait volé des mois auparavant. C'était une autre personne. Elle paraissait plus mince, plus pâle. Elle portait des vêtements simples, pas les robes chères qu'elle aimait porter. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La vraie humilité. « Bonjour, papa. » Il m'a dit d'une voix très calme. « Qu'est-ce que tu fais ici? Monica? Je suis venu te parler si tu me le permets. » Je me tenais à la porte, ne sachant pas si je la laisserais. « Entrer ou non? If she didn't feel comfortable being there. Dad, you know you have no right to be after what he did to you. No, you don't have it. But he needed to come. He needed you to know that he regret everything. Do you regret because you got caught or because you understood what you did? » She was silent for a long moment. At first he was angry that you had sued me. He thought you were exaggerating, that he was just trying to help you. And now he understands what he really did. Je t'ai volé, papa. J'ai volé mon propre père, l'homme qui a travaillé toute sa vie pour me donner tout ce que j'avais. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois ce n'étaient pas les fausses larmes qu'elle avait pleurées le jour du procès. Ceci semblait réel. Savez-vous ce qui me fait le plus mal? Il m'a demandé. Quoi? Que j'ai perdu mon père. Qu'à cause de l'argent, j'ai perdu l'homme le plus important de ma vie. Monica, je ne suis allé nulle part. C'est toi qui as décidé de me voler. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais,
Mais j'avais besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait, que je comprends pourquoi tu m'as puni de la façon dont tu m'as puni. Comment t'ai-je puni? Je viens de récupérer ce qui m'appartenait. Non, papa. La punition n'était pas que vous récupériez votre argent. La punition était de perdre votre respect, de perdre votre amour. Elle essuya ses larmes avec sa main. Savez-vous quelle a été la partie la plus difficile de ces mois? Quoi? Vivre en sachant que mon propre père me considère comme un voleur, parce que c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Un voleur qui a volé son père. Je ne lui ai pas répondu parce que c'était la vérité et que nous le savions tous les deux. Papa, j'ai perdu mon travail. Miguel et moi allons divorcer. J'ai dû vendre ma voiture pour payer mes dettes. Je vis dans un petit appartement que je peux à peine me permettre. Et tout cela se produit. Pourquoi? Parce que je voulais vivre une vie que je ne pouvais pas me permettre. Parce qu'au lieu de te demander de l'aide, honnêtement, j'ai décidé de te voler. Monica, si tu m'avais dit que tu avais des problèmes d'argent, je t'aurais aidé, non pas avec 340 000 pesos, mais avec tout ce que j'ai pu. Je sais, c'est ce qui me fait le plus mal, que j'ai tout détruit pour rien, que j'aurais pu avoir ton aide, mais j'ai préféré ton argent. Il se leva du canapé et se dirigea vers la porte. Papa, je ne suis pas venu te demander de me pardonner. Je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que cela n'arrivera jamais. Je suis venu te dire que tu as raison de ne pas me pardonner. Quoi? Ce que je t'ai fait, c'est impardonnable. Et si tu étais à ma place, je ne me le pardonnerais pas non plus. Il s'arrêta devant la porte et se retourna une dernière fois. Mais je veux que tu saches une chose. Je suis fier que tu sois mon père. Je suis fier que tu ne sois pas parti. Je suis fier que vous m'ayez appris que les actions ont des conséquences. Fier? Oui, papa, parce que tu m'as appris quelque chose que personne d'autre ne m'avait appris. Peu importe qui vous êtes, si vous faites quelque chose de mal, vous devez le payer, même si tu es la fille. Elle resta là un moment de plus. Et je veux que tu saches que même si j'ai perdu le droit d'être ta fille, tu ne cesseras jamais d'être mon père. Et je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être à nouveau digne de ce titre. Et il est parti. Elle est partie sans me demander d'argent, sans me demander de faveur, sans me demander de l'aider. Il est parti seul après m'avoir dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. La vérité est que je me tenais devant la porte, le regardant s'éloigner dans la rue. Et pour la première fois, depuis tout avait commencé, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Ce n'était pas le pardon. Pas encore, mais il y avait de l'espoir. J'espère que peut-être un jour, ma fille pourrait recommencer à être la personne que j'avais élevée. Peut-être 6 mois après que tout ait commencé. Aquí esto sentado en mi coca tomando mi café de la manana como siempre. Pero tú es diferente ahora. Mi dinero está en mi cuenta donde debe estar. Mi casa sigue siendo mía y yo volví a ser el hombre que había sido toda la vida. Alguien que no se deja de nadie. Sabe que il aprendido en estos meses, mijo? Que la edad no te hace defenso. Que tener 63 años no significa que tenga que aceptar todo lo que te hagan, que mientras tenga la mente clara y el corazón fuerte, puede pelear por lo que tuyo. Monica ha venido 2 veces más después de esa primera visita. No han de dirme dinero ni me favorize. Solo un platarar, un preguntarme como estoy, un contarme que está trabajando en un lugar nuevo, ganando menos, pero viviendo honesto. ¿Ya la perdoné? No. El perdón no es algo que se da así nada más porque alguien se disculpe. El perdón se gana con acción, con tiempo, con demostrar que realmente cambiaste. Pero si le dado algo que pas de penser que le daría nunca, una oportunidad de demostrar que puede volver a ser mi hija de verdad. Javier viene a verme seguido. Trae a Diego, mi nieto, ese muchacho de 12 años que va a tener dinero para estudiar gracias a la traición de su tía. Ironía de la vida, ¿verdad, abuelo? Me dijo Diego la semana pasada. Mi papá me contó lo que te hizo la tía Mónica. ¿Y qué opina de eso? Que estuvo muy mal, pero también que estoy orgulloso de que no te haya dejado. 12 años y entiende lo que significa la dignidad. Eso me da esperanza. Don Fernando sigue siendo mi abogado y mi amigo. De vez en cuando viene a tomar café conmigo. Me dais que mi caso se volvió famoso en su oficina, que otro adulto mayor han llegado con problemas similares pidiendo ayuda. Don Emilio, me dijo hace poco, usted se volvió un ejemplo. La gente se da cuenta de que no tienen que quedar escalado cuando los maltratan. Un ejemplo. A mis 63 años me convertí en ejemplo de que nunca es tarde para defenderte. ¿Sabe qué es lo más importante que aprendí de todo esto? Que la familia no se define por la sangre nada más. Se define por el respeto,
por a la mort verdadero, por cuidar su no a otro. Mónica era mi hija de sangre, pero el día que decidió robarme, dejó de ser mi familia. Javier siguió siendo mi hijo porque me apoyó cuando más lo necesitaba. Don Fernando se volvió más familiar que mi propia hija porque me ayudó cuando nadie más podía hacerlo. La familia verdadera es la que está contigo en los momentos difíciles, la que te defiende cuando otro te atacan, la que te respeta aunque tenga 63 años y algunos crean que ya no sirve para nada. Ahora, cada mañana cuando me levanto, me veo en el espejo y veo a un hombre que no se dejó, que peleó por lo suyo y ganó, que le enseñó a todo que el respeto no tiene edad. ¿Fue fácil? No. Hubo noches que no pude dormir. Hubo días que quise rendirme. Hubo momentos que pensé que tal vez era muy viejo para tanto problema. Pero cada vez que quería darme por vencido, me acordaba de mi esperanza. Me acordaba de todo lo que habíamos trabajado juntos. Me acordaba de que ese dinero no era solo mío, era de los dos. Era de 50 años de madrugada, de sacrificio, de sueño cumplido peso a peso y me acordaba de algo más importante, que si me dejaba esta vez iba a seguir dejándome el resto de mi vida. Ahora vivo tranquilo, no por no tenga problema. Si no por sé que si los problemas le ganan, voy a saber enfrentarlo como él lo hizo esta vez, como él lo haré las veces que si necesario. Porque, ¿sabe qué? Mi hijo, la dignidad no se negocia, el respeto no se regala y lo que es tuyo. No importa si tiene 20 años o 63. Si alguien trata de quitarte lo que hayas trabajado toda tu vida, no te quedes calado. Busca ayuda, pelea. Demuestra que aunque seas mayor, sigue siendo fuerte. Y si es joven y está escuchando esto, aprende algo. Respeta a tu mayor, no porque estén viejo, sino porque se ganaron ese respeto con años de trabajo y sacrificio. Y por último, si tiene padre o abuelo, cuídalo de verdad. No finja que los cuida mientras planea robar. No los veas como una carga o como un estorbo. Velo como lo que son las personas que hicieron posible que tu estés aquí. Las personas que trabajaron toda su vida para darte lo que tu viste. Las personas que merecen vivir su último año en paz, con dignidad y con el amor de su familia. Porque al final del día, mi hijo, todo va muy je sé. Y el trato que le dé a los mayores hoy, el trato que va a recibir mañana. Y ahora me despido. Pero antes de ir me dice, si fueras tú, ¿qué habría hecho en mi lugar? Y también me platica de qué ciudad me está escuchando, porque esta historia necesita lugar a todos los rincones de este mundo para que nadie se quede calado cuando él lo maltratan. Para que nadie se errora que por ser mayor tiene que aceptar cualquier cosa. Hasta aquí mi historia. Compadre, la historia de un viejo que no se dejó. M.